Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 de Bouygues. On est ravis de vous retrouver pour parler une nouvelle fois de golf et programme riche, hein. On aura Hugo Cousseau dans quelques instants, on va parler des JO, du PGA Tour, bref, un programme chargé. J'ai le plaisir de recevoir Arnaud Thious, comme d'habitude, rédacteur en chef de Journal du Golf. Salut. Salut JB. Comment ça va ? Bah ça va bien, encore un tournoi du LPGA passionnant la semaine dernière. Céline Boutier qui était aux portes du top 10, qu'on a bien suivi à l'antenne le vendredi. Sur Journal du Golf TV et FF Golf TV. Voilà, j'ai eu la chance de commenter Céline. Moi, c'était le meilleur moment de ma carrière journalistique. Suivre un Français dans le coup, dans un tournoi comme ça au plus haut niveau, je l'avais jamais fait. Et j'ai pris un plaisir de dingue avec Philippe Lima qui a commencé. Et c'est fait ses grands débuts en tant que commentateur, voilà, début réussi. Et c'est pas la dernière fois, voilà. Non, donc tout va bien. Et on reçoit également, on a le plaisir de recevoir Paul Hermitage. Bonjour. Paul Hermitage, qu'on connaît, hein, qui était au Golf National, directeur du Golf National, et maintenant qui est à la tête d'un grand projet. Comment peut-vous définir sport manager du golf au JO ? Bravo. Donc en gros, le responsable du golf aux Jeux Olympiques. C'est sport manager pour golf. Mon rôle consiste à délivrer en fait tout ce qui concerne la partie sportive de l'événement. Pas nécessairement la construction des chapiteaux, la billetterie, des choses comme ça, mais la partie sportive jusqu'à la cérémonie des médailles pour les deux compétitions. Alors est-ce que le stress là commence à monter ? Là, on est à quelques mois du début de la compétition. Alors, tout est prêt ou non ? Alors, moi, j'ai toujours une stress intérieur, hein, c'est clair. Il y a du stress, mais on ne la montre pas, on reste calme et... Du bon stress, quoi. Exactement. Mais non, il n'y a pas de raison d'être stressé. Tout va bien. En fait, vous avez plus de responsabilités que pour la Ryder Cup, parce que là, vous avez un peu le rôle de Pascal Grisot et de Paul Hermitage en même temps. Oh, pas vraiment, non, parce que je ne dirige pas quand même le golf national aujourd'hui. Hein. On laisse ça à Philippe Pilato qui fait un job super. Donc non, j'ai pas... Et puis non, c'est pas tout à fait le même rôle du tout, même parce que j'étais directeur du golf. Pascal menait la Ryder Cup, mais j'avais un rôle qui était similaire. Et le parti qui était similaire, c'était plutôt d'être facilitateur. Facilitateur. Je suis anglais toujours, hein, mais bon, j'essaye de faire mieux. On a compris, c'est pas grave, Paul. J'essaye en fait de faire réunir des différents mondes qui composent l'organisation des Jeux, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Il y a le golf, il y a la Fédération française de golf, il y a la Fédération internationale qui est mon employeur aujourd'hui. Et il y a évidemment Paris 2024. Donc tout ce monde-là doit travailler ensemble et je suis un peu au centre de tout ce monde. Allez, juste avant justement de parler des Jeux Olympiques, on va filer tout de suite sur le PGA Tour, car cette semaine c'est le Players Championship, 50e édition. Le 5e majeur. Le 5e majeur, évidemment, avec Mathieu Pavon dans le champ. Une semaine incroyable qu'on va vivre. Évidemment, Mathieu Pavon, son début de saison, je suppose que vous avez suivi, Paul. Bien sûr. Comment ne pas suivre et là, on a dit que j'étais anglais, mais j'ai les deux nationalités, donc je suis cocorico et vive. Vous préférez suivre les joueurs français ou anglais d'ailleurs, tiens, c'est moi. Alors sur le golf, pour être vrai, sur le golf, je suis plus les Français. Je pense que c'est normal, hein, la France m'accueille depuis plus de 30 ans, j'ai fait ma carrière dans le golf, donc je suis plus picousé par les Français que les Anglais, ça c'est vrai. Mais dans le sport par équipe, rugby, foot... Samedi le crunch, voilà. Le crunch, je serai habillé en blanc, hein, je pense. Voilà. Bon, bah, bonne chance. Hein. Ah bah merci. Le Players, justement. Oui, donc le Players, alors déjà formidable site. Hein, vous êtes déjà allé à J'y étais l'année dernière, j'avais la chance d'être invité par la Fédération internationale l'année dernière. Donc je connais bien le site et c'est splendide, hein, c'est fantastique. Parcours juste, difficile, évidemment, comme tous les parcours de ce niveau-là, mais un parcours juste qui, comme chaque année, aura le meilleur joueur à la fin de la semaine qui gagne. Allez, tout de suite, je vous propose de filer justement à Jacksonville, retrouver Guillaume Biojo, qui est au Players Championship pour Journal du Golf TV. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Philippe. Et Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour les amis, vous allez bien ? Alors Guillaume, on est ravis de te retrouver. Est-ce que tu es prêt pour cette semaine qu'on va dire better than most, quoi ? Ah oui, on parle donc anglais dès le matin, Jean-Philippe, sans problème. Oui, bien sûr, une semaine absolument incroyable. Guillaume, vous y avez été hier. Là, on va voir les images pendant toute l'interview.
Et vous nous avez confié juste avant qu'on démarre cette interview. Pour vous, c'est le meilleur tournoi? Ouais, j'ai eu la chance, grâce à vous, d'aller dans des très très beaux endroits et d'aller suivre, euh, je dirais, des tournois magnifiques. J'ai eu la chance d'aller à Bale la semaine dernière et c'est vrai que le Players, ça a une saveur particulière. L'endroit est absolument incroyable. Le parcours est d'une pureté hallucinante et c'est vraiment un endroit très spécial et une ambiance particulière. On sent vraiment que cette ambiance de cinquième majeur, on la ressent. Je dirais dans les allées du tournoi, on la ressent vis-à-vis des joueurs qui sont un peu plus concentrés que d'habitude. En tout cas, oui, c'est un endroit exceptionnel et une semaine exceptionnelle. Il y a un vrai gap entre, tu le disais, tu étais t'étais à Bale la semaine dernière et là au Players. On sent vraiment qu'il y a un niveau au-dessus. Tu le disais, c'est l'ambiance, c'est le parcours, la préparation. Qu'est-ce qui fait que c'est voilà, considéré comme le cinquième majeur, ce Players? Oui, la préparation, même si déjà la semaine dernière à Bale, l'entretien du parcours était incroyable. Là, on sent que c'est encore un niveau supérieur. On sent que tous les fairways sont coupés en croisés, que les avant-greens sont tous coupés à la simplex, qui est donc cette petite machine avec laquelle, euh, je dirais, les équipes d'entretien sont encore plus précis. On sent qu'il y a un niveau de détail qui est vraiment supérieur. Et l'endroit, euh, je vais faire cette comparaison avec Bale. Bale qui est un endroit, attention, hein, que je ne critiquerai absolument jamais, qui est déjà exceptionnel. Mais là, je dirais le Sawgrass, c'est encore plus majestique, c'est encore plus grand. Cette arrivée entre le 16, le 17, le départ du 18, que je suis sûr tous les gens qui nous font le plaisir de nous écouter ont déjà vu à la télé. En vrai, sur place, c'est vraiment un endroit très impressionnant. Et je me répète, ce petit niveau de détail est encore plus impressionnant qu'à Bale. Bale, qui est un très gros tournoi, c'est un signature event, il y avait déjà un plateau incroyable, mais là, c'est vraiment un cran supérieur. Et Jean-Philippe, tous les ans, on a la chance d'aller ensemble au PGA Championship, qui est un tournoi majeur. Là, c'est vraiment très, très proche de l'organisation d'un tournoi majeur. Et puis, c'est le tournoi de l'année organisé par PGA Tour. On sait que tous les ans, Jay Monahan fait cette conférence de presse très attendue. Donc, c'est vraiment je dirais, une date très, très importante pour le PGA Tour. Et ils veulent montrer à tous les joueurs, spécialement, particulièrement en ce moment, que le PGA Tour sait organiser un tournoi, que le PGA Tour sait délivrer un parcours exceptionnel. Et c'est absolument le cas. Et justement, c'est un parcours aussi et un tournoi qui fête cette année ses 50 ans. Ça compte dans l'histoire. Évidemment, on pense à ces coups incroyables, notamment, on le disait, un Better Than Most, ce commentaire sur ce putt de Tiger Woods. Évidemment, ce trou numéro 17, vous y êtes allé, vous l'avez vu. Est-ce que forcément, on va voir l'endroit où Tiger Woods a fait ce putt? Bien sûr qu'on va voir le 17, qui est probablement un des par 3 les plus mythiques du monde, avec le set de Pebble Beach, avec quelques par 3 qui sont iconiques, mais ce 17, il est absolument hallucinant. Et oui, oui, bien sûr que j'y étais, bien sûr qu'on voit beaucoup de joueurs essayer de faire ce putt. Et oui, c'est un endroit majestueux et, et sur le papier, et avec tout le respect que j'ai pour ce 17, sur le papier, c'est pas le par 3 le plus dur du monde, puisque les joueurs vont avoir entre un gap wedge et un fer neuf si vraiment le vent se lève un peu et qu'il est plutôt de face, avec un green au départ assez large. Donc je dirais que ce qui rend ce trou extrêmement difficile, c'est déjà le public qui est autour, qui est massé, qui est absolument impressionnant sur cette butte, principalement cette butte à gauche. Et la deuxième chose, c'est que, bah, on le sait, si le coup est raté, je dirais la pénalité tout de suite arrive immédiatement. Donc c'est à la fois cette ambiance de stadium, qui est d'ailleurs le nom de ce parcours, et le fait de louper, qui est extrêmement pénalisant, qui rend ce coup très difficile. Mais sur le papier, c'est un coup, je me répète, qui est assez court et qui, pour ces joueurs-là, normalement, n'est pas très difficile. Alors évidemment, cette année, on va dire que c'est pas très commun, mais on a un Français qui est dans le champ du Players, Mathieu Pavon. Mathieu Pavon, que tu as eu la chance de suivre quelques trous et que tu as vu au practice hier. Comment il va, Mathieu Pavon? Est-ce que tu sens justement que lui aussi, depuis sa victoire, il s'est passé quelque chose pour lui, forcément. On sent qu'il a changé de statut? Oui, on sent qu'il a changé de statut. Il reste euh, extrêmement sympathique, il reste qui il est. Avec moi, il a été adorable, il est venu me voir au practice. J'ai voulu faire une petite interview hier. Il avait
pas le temps tout de suite et c'est tout à fait compréhensible, mais il reste le même, il est disponible et oui, il a changé de statut. Évidemment qu'il a changé de statut. Il est un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Il a changé de statut. Il a changé de. Bien évidemment, il a pris une confiance de fou. Probablement qu'il cherche un peu à se protéger, ce qui est tout à fait normal. Parce que ces joueurs, ils sont tellement sollicités au bout d'un moment qu'il faut qu'ils se protègent. Il faut qu'ils arrivent à rester dans leur bulle et à faire ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire avoir du temps pour s'entraîner, avoir du temps pour se reposer, avoir du temps pour se préparer physiquement. Donc non, c'est le même. Il a juste changé de dimension et oui, on le sent assez serein. J'ai pas trop envie d'en parler, mais je pense que tout le monde le sait. Il a eu quelques petits problèmes familiaux, et même des gros problèmes familiaux la semaine dernière, ce qui a peut-être un petit peu impacté Bale, mais il joue très bien. Moi, j'ai discuté avec son coach qui vraiment a confirmé le fait qu'il jouait très bien. Et oui, on le sent confiant. Et cette semaine, le parcours lui correspond parfaitement bien, donc ça va être très intéressant de le suivre. Voilà, c'était ma question suivante, Guillaume. C'est un parcours, celui du Players, qui est taillé pour son jeu, qui est taillé pour le jeu de Mathieu Pavon? Oui, parce qu'il y a pas mal de dogleg à droite et on sait que Mathieu s'appuie quasiment à 95% sur une trajectoire de gauche à droite, un léger fade. Donc pour lui, c'est tout à fait idéal. Il tape fort, il met la balle assez haute. Alors attention, le parcours est dans un état, je le disais, exceptionnel. Le seul petit bémol, mais qui malheureusement n'est pas contrôlable, c'est qu'il a plu beaucoup dans cette partie de la Floride la semaine dernière. Donc les greens sont très mous pour l'instant. Il risque bien évidemment de sécher rapidement. Mais oui, il est taillé pour lui. Et on a souvent dit que Mathieu Pavon avait cette capacité uniquement de faire des balles de gauche à droite, des fades. En l'occurrence, au trou numéro 2, il faut vraiment faire un draw. Et hier, je l'ai suivi sur ce trou numéro 2. Il a fait un draw absolument magnifique. Donc oui, d'une manière générale, c'est un parcours qui vraiment est fait pour lui. Je me répète, beaucoup de dogleg de gauche à droite. Il contrôle très bien sa balle de gauche à droite, donc ça va être intéressant de l'observer cette semaine. Alors parlez-nous un peu, on le dit, hein, c'est quasiment un 5e majeur. Ce qui nous intéresse dans les majeurs, évidemment, c'est la hauteur des roughs. Quelle est la hauteur des roughs de ce Players, de ce parcours du Players? Comme l'année dernière, quand j'y avais été, c'est-à-dire il faut vraiment éviter le rough. Un rough qui est très dense. Pas très profond, mais très dense. C'est-à-dire, dès l'instant où la balle, on a la sensation qu'on va pouvoir la sortir, ça ne sera pas toujours le cas. Et une fois de plus, je rebondis là-dessus, Mathieu Pavon, c'est un avantage pour lui. Pourquoi? Parce que, on le sait, c'est un joueur qui est très costaud, qui a des avant-bras très, très solides. Et ça fait partie des joueurs, s'il est dans le rough, il aura cette capacité physique de réussir à sortir la balle. Je pense à un coup hier au trou numéro 5, où il a drivé un peu à gauche, un trou numéro 5 qui est très, très difficile avec de l'eau à droite. Il a drivé à gauche dans le rough. Il s'est longtemps posé la question justement avec son coach Jamie Garth. Est-ce que je peux aller au green? Je peux pas aller au green. Il a pris un rescue pour un joueur de ce calibre sur un deuxième coup de par 4. C'est très très long. Il a fait un coup de rescue hallucinant. Il a quasiment rentré la balle. Donc oui, les roughs sont très hauts. Pas très hauts mais très denses. Et c'est bien pour Mathieu qu'il soit dans cette condition-là parce qu'il aura cette capacité physique de pouvoir sortir la balle. Et en comparaison, les roughs la semaine dernière à Bale étaient pareils. On sent que c'est un standard maintenant sur le PGA Tour d'avoir des roughs assez bas, mais extrêmement denses pour bien évidemment rendre la vie des joueurs un peu plus difficile et pour faire en sorte que ces joueurs aient vraiment cette capacité de bien driver. Et je dirais de faire en sorte de rendre les parcours un peu plus difficiles. On sait qu'aujourd'hui, un parcours comme Bale, si je reviens sur Bale, ils n'auront jamais la capacité de rallonger le parcours parce que le parcours est en pleine dans ce restart de Bale. Donc la seule solution qu'ils ont pour rendre le parcours plus difficile, c'est de mettre des greens assez fermes et des roughs assez hauts. C'est ce qu'ils ont fait la semaine dernière à Bale. Une difficulté cette semaine, c'est la difficulté qu'ils ont cette semaine aux Players parce qu'il a plu beaucoup. Mais en tout cas, des roughs denses, des fairways de plus en plus étroits. Et je pense que c'est vraiment dans cette direction que le PGA Tour est en train d'aller pour rendre la vie des golfeurs un peu plus compliquée et de faire en sorte que les meilleurs, toutes les semaines, soient en haut des leaderboards. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume, mais je trouve que ce qui s'est passé la semaine dernière à Bale, où les leaders étaient aux alentours de moins 9 après toi tout, on sait que Scheffler c'est un peu envolé, mais moi voir justement, on sait qu'on a fait beaucoup de progrès sur le matériel, mais voir les meilleurs un peu galérer, que le birdie est un prix
pas forcément l'US Open où ça se gagne quand ça se gagne autour du par, mais en tout cas avoir du mal à jouer sous le par. Moi, voilà, et quand un Mathieu Pavon qui est pas très en forme, voilà, joue au-dessus du par et d'autres évidemment, je trouve, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on a envie de voir de nos jours. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce qu'on appelle donc ici aux États-Unis le setup du parcours, comment le parcours a été préparé. Et je trouve qu'ils sont en train de trouver un compromis qui est absolument parfait. C'est-à-dire les bons joueurs, enfin c'est tous des bons joueurs, pardon, mais en tout cas le joueur en forme va avoir cette capacité de faire des birdies et le joueur qui ne l'est pas va être en difficulté. Et cet écart se crée, et moi je trouve que c'est super que cet écart se crée parce que les bons enfin celui qui est en forme cette semaine-là va réussir à se détacher, celui qui joue moins bien, l'écart va être important plutôt qu'une semaine où tout le monde est très très proche, où la gagne va être possible par quelqu'un qui n'a pas été forcément le meilleur cette semaine-là. Et je suis tout à fait d'accord, ils sont en train d'organiser de réussir à vraiment créer des parcours qui créent cette différence entre le joueur en forme et le joueur moins en forme. Et oui, un joueur qui gagne aux alentours des moins 12, moins 13 toutes les semaines, je trouve que c'est le bon compromis avec un cut autour du par, voire légèrement au-dessus du par, c'est ce qu'on a envie de voir et ils sont en train de réussir à le faire toutes les semaines. Alors Guillaume, une question encore sur Mathieu Pavon que vous avez suivi. Vous avez eu son coach, Jamie Goth. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement, Jamie Goth? En fait, je lui ai posé 3 questions. La première question, c'était de savoir pourquoi Mathieu... qu'est-ce qui faisait que Mathieu aujourd'hui avait ce succès? Et pour lui, c'était un succès qui était normal parce que tous les ans, Mathieu évoluait progressivement au classement mondial et que là, il continuait à évoluer, qu'il ne stagnait absolument pas et que je lui ai posé la question, est-ce que aussi il est très fort parce que les parcours aux États-Unis lui correspondent mieux? Mais il m'a dit non, que vu la qualité de jeu qu'il avait en ce moment, il pouvait performer sur n'importe quel parcours sur la planète et je suis assez d'accord avec ça. Ma deuxième question a été de savoir pourquoi est-ce qu'ils s'étaient, quand ils avaient commencé à travailler ensemble, pourquoi ils s'étaient appuyés sur cette trajectoire de fade. C'était parce que une limitation physique de Mathieu, parce que une visualisation pour Mathieu qui était plus dans son œil de voir cette balle tourner de gauche à droite, ou tout simplement une préférence technique de Jamie Goth. Et je connaissais un petit peu la réponse, mais j'étais ravi de l'entendre. Pour lui, c'est une préférence qu'il a. Il fait jouer la plupart de ses joueurs en fade. Et voilà. Et la troisième question, est-ce que Bale lui correspond? Et bien sûr, est-ce que le player, c'est le type ici Sawgrass, peuvent correspondre à Mathieu cette semaine? Et il m'a dit, bien sûr, oui, effectivement, beaucoup de trous qui tournent de gauche à droite. Il est en forme en ce moment, donc c'est un parcours qui peut complètement lui correspondre. Bon, Guillaume, dernière question. Faites-nous rêver. Quel goodies a choisi votre cœur? Vos goodies coup de cœur cette semaine? Jean-Philippe, vous avez un problème avec les Pro-Shops. C'est important. J'adore les Pro-Shops, j'adore les goodies. Peut-être un jour, ça serait important d'en parler, Jean-Philippe. Quel goodies? Ce Pro-Shop, il est hallucinant. C'est-à-dire, c'est à la taille de je sais pas, pour ceux qui connaissent, du Auchan de Vélizy. Enfin, c'est hallucinant. Quel goodies? Toujours un petit peu les mêmes. Non, moi, ça a été plutôt un polo avec ce logo magnifique du player, juste le joueur avec ce logo qui est répété partout, qui m'a bien plu, plutôt qu'un goodies. Jean-Philippe, j'ai pas trouvé de chaussettes pour vous, j'en suis désolé, parce que je sais que vous êtes un fan des chaussettes. Et il y a un bob avec la foule la foule au 17 là. Cette paire de chaussettes, elle est mythique. Oui, mais j'ai pas trouvé. J'y retournerai dimanche et je vous garantis que je passerai du temps pour vous. Et un bob, je sais que vous êtes fan des bobs avec le logo de ce joueur au finish, le logo emblématique du Players qui est aussi très très beau. Je suis sûr que vous auriez dépensé beaucoup d'argent, Jean-Philippe. Eh bien, merci beaucoup Guillaume de toutes ces informations en direct du Players. Et merci pour ces images. Ouais, et merci pour ces images. Et on se retrouve très très vite pour encore de nouvelles aventures aux États-Unis, Guillaume. Voilà, Guillaume Biojo qui est au Players, qui va suivre évidemment toute cette semaine le Player Championship. Il a bien de la chance, Guillaume, un parcours incroyable. On a vu ces images, ce trou numéro 17, ce trou numéro 18, même avec cette pièce d'eau sur la gauche. Ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, effectivement. Ça fait partie des endroits iconiques de cette planète golf.
Aussi, il y a la pression, c'est un tout petit trou, hein, c'est pas très grand. C'est ce que nous a dit Guillaume. Ouais, quand on est sur place, on est impressionné parce qu'il y a tout ce qui est hospitalité et tout ce qu'ils ont fait pour faire un trou, comment dire, un spectateur. Scénique, ouais. Ouais, scénique. Mais on voit bien les pantalons qui bougent et c'est pas le vent, hein, c'est plutôt les nerfs. C'est plutôt les nerfs, les t-shirts. Ouais, les joueurs, ils ont un petit fer dans les mains, mais une grande doute. On voit les images de Guillaume hein, qui nous a envoyé et moi ça m'a fait encore c'est la première fois qu'on reçoit des images, enfin en tout cas j'avais oublié. Et on était déjà allé pour oui, Journal du Golf. Ça m'a rappelé. Ouais, mais peut-être que la qualité était peut-être moins bonne. Ouais. Voilà. Et non, mais ça m'a rappelé un peu Augusta. Enfin, le côté manucuré. C'est d'une beauté. Non, mais même quand on voit le ciel, enfin les couleurs, les différences, ça a un côté Augusta. C'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est comme ça que j'ai aimé le golf. Après, Augusta reste à part quand même. Mais bien sûr, c'est une évidence. D'ailleurs, le 5e majeur, on peut toujours les discuter. Évidemment que c'est pas le 5e majeur. Il y en a que 4. Il y en aura toujours 4. Enfin, en tout cas, à mon avis. Mais bref. Mais en tout cas, c'est quand même un endroit. C'est magique. Moi, je trouve que c'est ce que j'aime dans le golf aussi. C'est vraiment, vous regardez ces images, je trouve ça à couper le souffle. C'est beau, c'est tout simplement beau. Et je trouve que c'est ce qu'on aime dans le golf. Parce qu'à chaque fois, c'est des parcours différents, donc des endroits différents. Et qui sont quasiment tous, la plupart, bon, peut-être pas tous aussi beaux que Sawgrass ou que Augusta. Mais c'est toujours des endroits magiques. Alors justement, en parlant d'un magique, hein, le Golf National qui va accueillir les Jeux Olympiques, qui a reçu la Ryder Cup avec tout le succès qu'il y a eu autour de cette Ryder. Il y a de la pression d'accueillir un événement comme ça sur un parcours comme le Golf National. Alors, il y a toujours de la pression. C'est vrai qu'on lit de plus en plus que les Jeux Olympiques prennent une part dans le cœur des joueurs, des athlètes, comme on les appelle dans le jargon olympique, prennent une part de plus en plus importante. Hein. On a passé Rio avec Zika et quelques doutes. Tokyo sans spectateurs, Covid, difficulté de rentrer dans le pays et ainsi de suite, mais quand même avec un plateau de dingue. Et puis pour Paris, vous allez vivre un moment superbe avec peut-être un plateau encore, peut-être le mieux que la France a réuni, parce que il y a non seulement les garçons, mais n'oublions pas, il y a aussi les filles. Ouais, on a l'impression que finalement Rio c'était le début. Vous l'avez dit Paul, Tokyo, pas de spectateurs. Finalement, le retour des Jeux Olympiques du golf aux Jeux Olympiques va commencer au Golf National. Oui, sauf problème d'ici là, mais oui, vraiment, on va être dans un contexte un peu normal. Pour les JO, c'est rodé. En plus, il y a un nouveau modèle de livraison pour Paris, où Paris a cédé la livraison du côté sportif, donc ce que je représente aujourd'hui, un consortium qui est composé de l'IGF, la Fédération internationale de golf, la Fédération française de golf, le DP World Tour et le PGA Tour, qui a plus le pendant sur l'organisation quand même. On voit d'ailleurs, vous avez ce petit logo golf sur votre, j'ai deux logos, oui. Sur votre chemise. Ça, vous le portez tout le temps maintenant, c'est pour. Alors je le mets pour les grands moments comme ça, bien sûr. Avec des gens particuliers. Exactement, voilà, exactement. Comme vous avez vu, avant de rentrer dans la pièce, je l'ai sorti de ma poche et je l'ai apposé sur. Je le mets pas pour tout le monde. C'est différent de travailler pour une grosse machine comme les Jeux Olympiques, justement, que de. Complètement. Alors ça c'est dingue, puisque on apprend tous les jours quand on vient pas du milieu olympique, si on n'a pas travaillé là-dedans pendant des décennies, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour arriver à comprendre les mécanismes de comment ça s'organise, c'est assez complexe, puisque on n'est pas en train et c'est ça la difficulté, je pense, que pour pas mal de parties prenantes, c'est que malheureusement, on n'organise pas que un tournoi de golf. On est un sport parmi 32 pour les Olympiques, et il y a 22 Paralympiques plus tard, sport 3 semaines après. Et donc, on est un 50e de l'organisation des Jeux Olympiques. C'est ça qui est dingue. Pourtant, on va avoir des plateaux incroyables de joueurs et un tournoi qui va être diffusé sur toutes les grandes chaînes à travers la planète et tout ça. Donc c'est ça la difficulté. Il ne faut pas attendre pour les Jeux JO. Ça va être les JO. Voilà, ça ne va pas être la Ryder Cup, c'est clair. Ça ne va pas être l'Open de France, c'est sûr. Ça va être les JO. Ça va être spectaculaire dans son propre sens. Pour revenir au parcours, c'est quoi la différence de parcours, de préparation, de cahier des charges pour le golf national? On sait ce parcours qu'on aime tous, un des plus beaux d'Europe, avec un plébiscité par les joueurs aussi. Plébiscité par les joueurs, qui nous a donné peut-être là ou l'une des meilleures riders de l'histoire, ça c'est sûr.
quelle va être la différence pour le parcours en lui-même Pour le setup, au JO? ouais. Alors, il y en a. Alors déjà, on travaille pour l'Open de France, la Ryder Cup, on a travaillé beaucoup avec l'European Tour, donc le DP World Tour. Notre agronomiste qui nous suit, c'est le même qui prépare le Players cette semaine. Il s'appelle Paul Vermeulen, le vice-président de la PGA Tour, c'est le chef agronomiste de la PGA Tour. Il vient tous les 2 mois à Paris actuellement et il nous suit, c'est quelqu'un de formidable, il nous suit avec Lucas Pierret et Alejandro Reyes et Philippe Pilato sur le golf national. Donc il y a des visites régulières, des réunions lundi soir, réguliers aussi sur le parcours. Donc maintenant, qu'est-ce qui change? Déjà, ce côté, avoir un œil américain en Europe avec nos graminées, avec notre météo qui n'est pas la Floride. Et comme tu l'as très bien dit, Arnaud, les couleurs, c'est différent puisque là-bas, il fait beau toute l'année et puis le ciel, voilà, il est comme ça. Donc, on a quelques challenges de ce côté-là. Qu'est-ce qui va changer? Le golf national, dans son histoire, a eu des grands tournois féminins, le championnat du monde amateur, mais n'a pas eu de tournoi majeur féminin, professionnel. Donc il y a un setup qui est un peu différent. On est en train de construire là, en ce moment même, sur le golf national, si vous visitez, des nouveaux départs pour les filles, pour adapter le parcours. Ouais, parce que ce qui est compliqué, c'est de... Parce qu'il faut le dire, ça va être le parcours va recevoir la compétition masculine, puis enchaîner avec la compétition féminine. Aussi. Il faut trouver un juste milieu pour pas avoir des roughs trop élevés, des greens trop rapides, que le parcours surtout tienne pendant 15 jours. Là, par rapport à ça, déjà ça met un stress sur nos moyens, sur les capacités humaines de préparer le parcours, puisque sur 15 jours, il n'y a pas un majeur ou un tournoi important au monde où on est sur 2 semaines, plus la préparation avant. On connaît tous et on la respecte tous, la législation en France sur les heures de travail, etc. Donc vous pouvez imaginer derrière ce que ça implique comme gestion et organisation et matériel. Donc on a des partenaires heureusement qui suivent avec un apport matériel important. Donc oui, tout ça, ça crée des challenges sur le setup et la préparation du parcours. Point de vue agronomique, on va être extrêmement clair. Ce sera selon un peu l'environnement, le climat, la préparation. Là, on vient d'avoir un hiver où on est à presque 600 mm de pluie depuis octobre. Et c'est une année de pluie en 6 mois. Donc actuellement, on sort de cet hiver avec des parcours, avec des lacs pleins, des parcours qui sont gorgés d'eau. Et on espère que ça nous aidera peut-être à avoir un printemps qui sera plutôt propice à la pousse, etc. Mais est-ce qu'on a une idée déjà si ça va être un parcours plutôt sans rough, avec du rough, des greens rapides? Est-ce que dans le cahier des charges, tout ça est indiqué? Alors dans le cahier des charges, tout ça est indiqué. C'est pas à moi de vous le communiquer aujourd'hui pour ne pas nécessairement. Mais par exemple, il y a eu des décisions de prise en novembre dernier entre la fédération de golf, la fédération internationale et la PGA Tour sur, par exemple, la fermeté des greens. Et nous sommes toujours dans cet objectif de fermeté de greens sur lequel on s'est mis d'accord. Voilà. Des points à pas dépasser. Exactement. Voilà. Le but n'est pas de créer un parcours à piège. L'Albatros n'en a pas besoin déjà, parce que c'est dur. C'est difficile. Une médaille d'or sur du 15 au 18, ça va être quand même, s'il y a de l'enjeu, ça va être sympa. Ça nous excitant. Exactement. Et on y reviendra à ça, parce que sur le 15-18. Mais donc l'idée n'est pas du tout de créer un parcours. Ce sera très similaire à la Ryder. Je pense qu'il y aura quelques différences là où le setup à la Ryder s'était fait d'une manière d'une équipe qui connaît les faiblesses d'une autre équipe. C'est pour avantager une équipe. Donc, pour avantager. Donc, il y aura certaines normes, je dirais,
qui vont différencier par rapport à la Ryder Cup, mais vous aurez un parcours délicieux et difficile, évidemment, un vrai test de golf. Et justement, ce parcours délicieux, on sait qu'il est ouvert à tout le monde. Il va être ouvert à tout le monde jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va pouvoir jouer le parcours de la Ryder et des JO? Oui, alors ça dépend du golf national, mais la période, ce qu'on appelle exclusive, quand Paris 2024 a contracté avec la Fédération française de golf pour être quasiment propriétaire des lieux, c'est du 12 juillet jusqu'au 13 août. Donc c'est sûr que le parcours sera fermé. Jusqu'au mois de juin, on peut jouer Albatros début absolument. Juillet. Renseignez-vous. Il faut se renseigner, quoi. Renseignez-vous, mais vous aurez un parcours fantastique. Et puis tout de suite derrière, comme d'habitude, après un setup de 2 semaines comme ça, mais allez-y, quoi. Si vous voulez vivre un parcours de majeur, hein, parce que moi je vais l'appeler le 5e majeur. C'est pas à Sawgrass cette semaine, c'est les Jeux Olympiques, c'est le 6e majeur. Alors justement aussi l'enjeu ça va être évidemment l'accueil du public. On connaît les publics de Ryder Cup, là on s'attend à un public complètement différent, plutôt des curieux, plutôt des fans de golf, ça sera plus on va dire cosmopolite. Bonne question. Non, c'est vrai, parce que effectivement on n'a pas des précisions complète, mais on a des idées de qui vont venir. Donc la billetterie est sur une jauge de 30 000 personnes par jour. C'est bien, c'est même très bien. Il y aura 33 34 000 personnes sur le site. C'est gérable. Oui, c'est gérable, et ça c'est le bon mot aussi, parce que quand vous avez sur Paris 2,5 millions de personnes attendues à venir vivre les Jeux, pour gérer tout ce monde-là sur un lieu en 15 jours, avec des transports, c'est pas évident. Donc c'est dimensionné en fait par rapport aux moyens que dispose la région, Île-de-France Mobilité et les Jeux. Donc 30 000 semblait être le bon chiffre au niveau des quantités de bus et des choses comme ça. Et c'est plein? Oui, alors les ventes sont extrêmement encourageantes. Il reste quelques places. Il faut aller chercher sur le site de Paris 2024. Et quand je dis quelques, c'est vraiment quelques. Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 sessions. Donc on va sur avoir les 250 000 personnes sur les 2 semaines, quoi. Absolument, ça c'est certain. Alors il y a juste une question, oui c'est chouette, il y a juste une question de avril. L'année dernière, quand ils ont ouvert la billetterie, la première vague de vente de billets, c'était des packages. Donc pour avoir la basket ou le 100 mètres... ouais, on devait en prendre d'autres. Donc, Et le golf avait des billets à 24 €. Donc il y a des gens qui ont pris du golf pour pouvoir... le golf, un des sports quand même les moins chers pour aller vivre les JO à Paris, quoi. Absolument. Avec les sessions les plus longues en plus. C'est une journée... On peut voir les joueurs de plus près. De plus près, en plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il peut y avoir quelques spectateurs qui sont tentés de revendre leurs billets. Et pour cela, il y a un site qui va s'ouvrir en avril pour ces reventes des billets package non utilisés. Donc regardez bien les infos, les choses comme ça, c'est en avril. Donc quelques billets peuvent ressortir pour les derniers jours des hommes ou marques non, parce que les billets n'étaient pas à 24 € pour ces sessions-là. Mais quelques billets vont réapparaître et il ne faut pas dire ah bah ça ne se vend pas. Non, au contraire, c'est juste quelques billets qui sont relâchés. Et je reviens juste sur les populations, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à 70% de vente de billets en France, donc des Français. Donc ça, c'est un excellent résultat quand on pense à 270 000 personnes qui vont venir. 30% des étrangers et 40% des femmes. Alors c'est normal, vous allez me dire, parce qu'il y a un tournoi féminin, mais c'est bien parce qu'on a la parité, il n'y a pas loin. Elle est pas loin. Alors moi j'ai une petite question sur justement l'accueil peut-être de gens néophytes qui ne connaissent rien au golf, qui vont arriver au départ du 1. Comment est-ce qu'il va y avoir des choses pour éduquer ces gens-là et dire bah voilà, il faut pas parler à ce moment-là, pas parler à ce moment-là. Faut pas marcher sur les greens. Marcher sur les greens. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour ça? Alors oui, il y a pas mal de trucs prévus. Il y a une appli qui sort Paris 2024. Il va y avoir de l'audio-description. Ils appellent ça, nous on appellerait ça la radio du golf ou du commentaire, des choses comme ça. Donc ça sur le golf. Sur le golf pour tous les détenteurs de billets, donc c'est via votre smartphone avec des écouteurs et c'est gratuit. Donc il y a ça. En plus, Paris 2024 met à disposition un certain nombre, environ 300 volontaires
justement pour le public, parce qu'on sait, nous on a nos volontaires sport, golf, quiet please, scoring, etc. Les volontaires habituels. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à nos collègues de la Fédération française de golf qui nous ont donné un gros coup de main pour le recrutement et tout ça, il faut le dire. Mais Paris 2024 aussi nous fournit des volontaires pour nous aider à dire ne passez pas les cordes, ne rentrez pas sur le parcours, on appelle ça dans le jargon field of play olympique, mais ne rentrez pas sur le parcours. Donc oui, il y a des choses prévues. On essaye aussi d'organiser, mais on n'y est pas encore tout à fait, confirmation je pense à la fin du mois, mais aussi d'organiser des initiations. Sur le site. En plus d'aller voir du golf, on pourra exactement, taper la petite balle. Parce qu'on est certain qu'il y a des Français qui ont pris des billets qui ne sont pas des golfeurs, on a les statistiques. Et à nous, à partir de ce moment, qu'ils vont trouver fantastique, ils vont être en plein été, sur un parcours magnifique, à 2 mètres des joueurs, et ils vont se dire, mais moi j'ai envie de me mettre au golf. Ça, c'est une idée de la Fédération française de golf? Non, c'est le CIO et Paris 2024 qui le demandent à chaque sport de réaliser des initiations sportives. Paul, vous disiez, vous êtes un sport parmi 32. Vous êtes anglais en France et les JO à Paris. Comment vous percevez du point de vue du comité d'organisation ou même du comité en général, pas forcément français, la place du golf parmi les 32 autres? On sait que la place du golf en France, on l'a encore vu malheureusement récemment, c'est toujours sujet à caution. Comment vous êtes perçu? Comment est perçu le golf? Alors déjà, on fait des avancées. On fait des avancées importantes avec Paris 2024 pour le golf. On a à la tête du golf, à la tête, le management du Paris 2024 est fait par cluster. Et notre cluster comprend Saint-Quentin-en-Yvelines, le vélo, Versailles et aussi le surf à Tahiti. Et notre responsable de cluster est golfeuse. Donc ça aide énormément à faire passer des messages, à faire comprendre des besoins, etc. Donc on n'est pas seul. Le directeur, le event manager, celui qui a la responsabilité finale, par exemple pour les bus, pour les tentes, pour la construction, des choses comme ça, il est golfeur. Et il a travaillé aussi à la Ryder Cup. Donc ça aide à faire. Alors maintenant, effectivement, nous ne sommes pas gymnastique, nous ne sommes pas l'athlétisme, nous ne sommes pas les grands rendez-vous, je dirais, historiques et iconiques des Jeux Olympiques. Le golf, c'est que sa 3e fois. Donc on est obligé d'aller se batailler, c'est vrai, sur certains points pour se faire entendre, pour obtenir. Pour rester dans le programme aussi, du coup, des Jeux Olympiques. Non, ça c'est acquis. D'accord. Ça c'est acquis, et c'est acquis pour des raisons complètement valables. C'est que le golf, c'est le sport individuel au monde le plus joué. Donc c'est acquis jusqu'en... On a une idée On a un CDI, c'est un contrat déterminé, indéterminé. Et parce que il y a 90 millions de golfeurs dans le monde, donc on ne peut pas les ignorer. Le CIO ne peut pas les ignorer. Et le golf, et ça c'est incroyable, aux Jeux Olympiques attire une audience média qui le met entre 3e, 4e sport. Donc c'est parti pour durer, quoi. Tant mieux. Absolument. On est incontournable. Bonne nouvelle. Allez, ça fait du bien d'entendre ça, parce que le golf en France, d'habitude, c'est... Cachons-le, voire dénonçons-le sur des affiches, mais ceci est un autre messieurs, justement, débat. On va savoir si vous êtes incollable sur le golf au JO. C'est l'heure du quiz. On m'appelle. Pas prévu, ça. On m'appelle. Alors, si vous êtes prêts, messieurs, on va commencer par une première question toute simple. Quel est le point commun entre Charles Sands et Georges Lyon? C'est les champions olympiques de golf. C'est les deux, mais c'est ça, Arnaud. Ce sont les 2 premiers médaillés des JO de golf. Donc c'était à Paris en 1900 et à Saint-Louis en 1904. Bravo. Il y avait les 2 premières éditions, c'était à Paris en 1900 et à Saint-Louis en 1904. Il n'y a pas la question, non? Sur quel golf? C'est justement la question. Golf de Compiègne. C'était ma deuxième question, Paul. Ouais. Alors sur. Non, mais j'ai dit que. Non, j'ai pas révisé, mais il faut que je. Alors. Sur quel parcours, justement, a eu lieu le golf au JO à Paris en 1900? Donc, Golf de Compiègne qui, malheureusement, a fermé ses portes en 2017. Oui, récemment. Alors, est-ce que vous pouvez me citer les 2 médaillés d'or à Rio? À Rio, c'était Justin Rose et Co. Non, Co n'a jamais gagné de médaille d'or pour l'instant. Elle a eu médaille d'argent et médaille de bronze. Moi, j'ai travaillé mes fiches du LPGA. C'était une Sud-Coréenne.
Ah non, Vainqueur de majeur, ancien numéro mondial. Non, je saurais pas non plus. Inby Park Inby Park. Voilà. Et Tokyo. Scheffler et Nelly Korda. Incollable. Oh, j'allais dire Nelly Korda. Alors, Il y a match nul pour l'instant, non? J'ai gagné l'apéro. Non, pour l'instant, il y a... Mais vous avez un point, Arnaud, c'est bien. Alors, Rory McIlroy n'était pas venu à Rio. Pour quelle raison? Zika. Le moustique. Il s'est pas dansé la Zika. Il était revenu, il était à Tokyo, il avait fini 4e. C'était officiel, hein, parce qu'apparemment, Ouais. il y avait aussi les problèmes Grande-Bretagne, Irlande. Mais finalement, voilà. maintenant, il s'est pris au jeu des Jeux Olympiques et il a hâte. Il avait déclaré qu'il avait hâte d'être à Paris et on peut. De toute façon, Carlos Alcaraz en tennis a Alors- dit que c'était plus important que Roland Garros pour lui, les JO. Et on sait que quand le tennis est revenu aux JO en 88, il n'y avait quasiment aucun des meilleurs joueurs du monde. Enfin, en tout cas, ça n'intéressait personne. Donc voilà, il va falloir du temps. Mais La pareil, preuve avec McIlroy. Rory, au début, pour la Voilà. Ryder Cup aussi, avait considéré comme une exhibition. Et puis, avant de revenir sur ses paroles, et c'est ce qu'il fait aussi pour les Jeux Olympiques. En tout cas, il a hâte de venir à Paris et le golf national peut bien lui correspondre à Rory. Donc, c'est tant mieux pour Si les vous Jeux. le dites. Dernière question. Est-ce que vous pouvez me citer tous les Français et Françaises qui ont participé aux Jeux Olympiques, à Rio et Tokyo? C'est plus facile, parce que sinon... Ah bah alors, on les a un peu révisés tout à l'heure. Alors, je vous laisse Ah, c'est faire, vrai Paul. Mais non, mais je suis pas sûr de tous les retrouver, donc je vous laisse faire. Mais on en a parlé parce qu'on veut faire plein d'émissions avec eux, donc voilà. Ah, c'est bien. Alors, il me semble Grégory Bourdi, non? Bonne réponse. Tout à fait. Romain Langas parce qu'il a remplacé Bonne réponse. Victor Pérez, je crois. Il a remplacé. Julien Ken, je pense. Ah oui, Julien Ken. Parce qu'Arnaud, tu les as tous, toi. Non, bah non. Bah, Julien donc, Ken, c'est bon. il y a eu Karine Hichet, il y a eu Karine Hichet, Céline c'est Boutier, bon. Ouais, c'est bon. Ouais. il y a eu Gladys Nocera. C'est bon. Ouais. Et il me manque. Il en manque deux, pour Il en l'instant. manque deux. Une fille et un Céline garçon. Herbin, Non. Perrine Delacour. Perrine Delacour. Et le dernier Et Français, le dernier français. coaché par Olivier Léglise. C'était qui Bordelais. Bordelais. Mais Grégory Bourdi, on l'a Ouais. dit. Bah non. Mais si, on l'a dit. Si, Ah on bah l'a voilà, dit bah alors Bourdi. c'est bon alors. Mais C'est non, bon. mais c'était qui les quatre français? Bah Langas, si. Bourdi, Ken et si, le joueur de la boulie. Ah, et Rosner. Voilà, Rosner. Antoine Rosner, voilà, c'est lui qu'on avait pas C'est dit. Rosner qu'on avait Voilà. pas dit. Vous suivez pas Jean-Philippe Mais en même temps. Bon, alors, et En tout cas, on les a tous 0 trouvés. point pour vous. Bah, heureusement, vous avez les fiches. Justement, là, Paul, le programme là, dans les prochains mois, ça s'annonce, ça va Bah, s'accélérer. Il n'y a plus beaucoup de mois, hein, il y en a 4. Hein. Voilà. Donc le programme, maintenant on a fini, je dirais, tout ce qui est planification. Depuis peu, mais on l'a fini. Et on est dans l'opérationnel et le roll-out, le déroulé. Le programme, c'est de maintenant checker que tout le monde est au courant de ce qu'il doit faire. Parce qu'on a quand même... Donc communiquer. Ouais. Oui, communiquer, effectivement. On a 60, 70 ITO, International Technical Officers. C'est des arbitres qui viennent du monde entier. Sur 2 semaines, ils font 1 semaine chacun, etc. Bénévoles? Donc, Tout ça, c'est des bénévoles. alors absolument, mais ils viennent des différents tours. C'est ça qui est génial avec l'IJF, la Fédération internationale de golf, c'est que au lieu de recruter, en fait, ils s'appuient sur des compétences à droite et à gauche. Donc du PGA Tour, du PGA of America, du DP World Tour, du R&A, de la Fédération de golf, etc. Donc on a aussi la possibilité d'avoir une multitude de différents esprits et d'opinions. Et de les rassembler, c'est ça qui m'intéresse. Donc, dans ces mois à venir, c'est de vraiment solidifier cette équipe qui va livrer. Évidemment, garder un œil sur le parcours et puis continuer à préparer. Alors, on en parlait juste avant. Le système de qualification, c'est parfois un peu obscur. On sait que pour l'instant, côté français, ça va sûrement. Mathieu Pavon est très bien parti. En deuxième, ça risque d'être Victor Pérez. Chez les filles, pareil, Céline Boutier et Perrine Delacour. Comment ça marche? Parfois, il peut y avoir 4 qualifiés, il peut y avoir 2 qualifiés, voilà, 1 qualifié. Pour faire simple, on prend le top 15 mondial, mondial et Rolex chez les filles. On prend le top 15. Si dans ce top 15, il y a un pays qui a plus de 5 dans le top 15, eh ben, il a 4 qualifiés. D'accord.
Voilà. Mais le 5e ne sera pas qualifié. Parce que le maximum, c'est 4. Pour le moment, chez les hommes, les Américains ont 8, je crois, dans le top 15. Donc 4 spots. Donc ils ont assurés. 4 spots. D'accord. Ça, c'est pas nécessairement dit que ce sera les 4 premiers. Hein. Pour le moment, oui, parce que les 4 premiers ont confirmé qu'ils souhaitent participer. Vous pouvez trouver sur, c'est pas une pub, c'est juste une réalité, sur igfgolf.org chaque semaine le classement et tous les gens qui sont Le classement tous les des joueurs, Jeux Olympiques. voilà, D'accord. tous les joueurs qui sont dedans ont confirmé leur présence. S'ils sont qualifiés, parce qu'ils peuvent encore tomber ou sortir, la semaine dernière, Matteo Manassero a gagné, il est monté dans le classement. Ça a changé pour l'Italie, par exemple. Donc, ça peut changer à tout moment, mais tous les joueurs qui sont cités dans ce listing ont dit « Si je suis qualifié, je suis au JO ». Et vous allez voir le plateau que vous allez voir, c'est fantastique. Et ce qui est génial, c'est aussi ça donne l'opportunité à certains joueurs qui n'auraient jamais pu espérer participer au JO. On pense à José Felipe Lima pour le Portugal, qui avait vécu une expérience de dingue et qu'on aura prochainement. Tout à fait, parce que c'est 2 maximum après par pays. Et on suit le classement et on tombe à peu près le 60e joueur, il est autour de 300e place dans le monde. Il y a 60 joueurs et 60 joueuses. Un petit bémol quand même, Paul. Le format en parler. Ouais. Pas le format parce que ça se fait longtemps, mais le livre et le classement mondial et le fait que les joueurs du livre sortent, ça va un peu affaiblir le plateau. On en est où? Vous surveillez ça chaque semaine? Vous savez à peu près à quel point? Bon, Jon y sera parce qu'il était numéro 2, mais par exemple un Cameron Smith, je pense qu'il n'y sera pas. Vous savez, vous regardez, quel est votre avis là-dessus? Alors, vous Merci, pouvez... alors, les joueurs du livre ont tout leur droit, toute la possibilité de participer. Pas de souci, pas de débat là-dessus, comme pour les majeurs. Le joueur, moi je ne veux pas citer les joueurs parce que ce n'est pas mon rôle de parler en leur nom, mais le joueur australien que tu as cité, effectivement, ne serait pas dans le champ aujourd'hui à cause de son classement. Ce serait Lee et Jason Day pour l'Australie aujourd'hui. Donc, on peut se poser la question. Donc, la question est posée. Maintenant, moi, je ne suis pas dans les sphères qui décident sur les points mondiaux et le ranking et comment le livre va accéder à ça ou pas. On sent que vous voulez qu'on passe à une autre question, Paul? Joker, quoi. Aujourd'hui, vous avez quand même des joueurs américains sur le livre qui peuvent rentrer dans le champ, par exemple. Donc, il y a le pendant pour et contre. Maintenant, encore une fois, c'est comme ça. Alors, dernière question, mais plus pratique. Ça va être facile de se rendre au Golf National depuis le cœur de Paris, par exemple? Alors, très facile. Ça va être un peu plus lent que d'habitude. C'est vrai que tout le monde... Vous ne pourrez pas, et c'est encore une bonne question, parce qu'il faut le dire, il faut le communiquer, ne pensez pas venir au Golf National et se garer juste à côté et venir en voiture. Comme à la Ryder. Oubliez-le. De là où vous êtes, vous devez viser 2 gares, la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ou la gare de Massy. Et de là, vous avez des navettes toutes les 15 minutes pour venir au golf en bus. Donc, venez surtout en transport en public. Les cadences des transports seront augmentées en fonction des volumes et les horaires de jeu et ainsi de suite. Et donc, venez en transport en public. Vous allez peut-être... Si vous venez du 15e par ici, là où on se trouve aujourd'hui, vous allez peut-être mettre 1h15. C'est beaucoup, mais quand même, temps de se garer. Payez ça, payez le parking, les bouchons, etc. Les bouchons et ainsi de suite. Prenez les transports. Et d'un point de vue télé, on peut s'attendre à quoi, Paul, pour le golf, pour l'exposition Écoutez, encore une fois... Journal du golf télé, non? Alors, pour la télévision... J'avais posé la question. Ouais. Alors, je pense qu'on n'aura pas sur France Télévisions du matin au soir le golf toute la journée. Mais je pense qu'il y a une chaîne Eurosport, qui a les droits, vous le savez plus que moi, qui souhaite retransmettre. Voilà. Mais j'ai pas plus d'infos que ça. Et pour l'audio, il y aura du golf. Et l'audio description, ce sera que pour les gens sur le site. C'est limité. Alors c'est limité que sur le périmètre du site pour les questions de droit. C'est géolocalisé complètement. Ok, tant pis pour ceux qui sont chez eux. Oui. Mais c'est des questions de droit parce que vous aurez les moyens de passer, par exemple en anglais, sur des commentaires
en ligne OBS, mais ça, c'est des droits mondiaux. Alors justement, on parlait de Matteo Manassero, qui est revenu dans le classement des Jeux Olympiques. Il a gagné 12 ans après sa dernière victoire sur le Tour. Incroyable de voir ce retour de Matteo Manassero qui a tout connu, qui a touché le fond quasiment et qui a rebondi. Non, pas quasiment, Ouais, pas quasiment. Il était sur l'App Store. Hein. Ouais, Il a été sur joué. l'App Store, Challenge Tour, il a regravi les échelons. C'est incroyable. Quand vous avez gagné le BMW Championship, le plus grand Worth, tournoi, le plus grand tournoi. Le BMW ne lui donnait pas 10 ans, c'était que 5 Non, c'était que 2 ans peut-être. Ouais, même. Je sais même pas si c'est 5 ans, c'est peut-être que 3 ans. Incroyable. Que 3 ans. Il y a qu'au golf finalement qu'on peut voir des histoires comme ça. Quoi. Non, mais c'est formidable. En plus, il est génial. En plus, il est fantastique. C'est un super mec. Vraiment. Donc, ça fait. Il est grande classe. Et justement, on parle du DP World Tour parce que Hugo Couso a terminé 23e. Il est 16e. Quel enchaînement. Il est 16e de la race, 2e au Qatar, 2 top 15. Tout va bien, vous avez réussi à le joindre. Là, il est à Dubaï en pleine préparation. Je vais même poser la question. On a l'impression qu'il va nous faire Challenge Tour, Tour européen, PGA Tour. Hugo Couso, en tout cas, c'est vraiment. On l'avait beaucoup l'année dernière quand il performait sur le Challenge Tour. J'espère qu'on va l'avoir beaucoup cette année parce que, il joue très bien et qu'est-ce qu'il est sympa, Hugo. C'est un bonheur de l'avoir. Allez, on l'écoute. On te garde parce que tu as des bons résultats. C'est quand même assez impressionnant que rookie sur le Tour européen, tu sois d'emblée. Tu joues la gagne quasiment à chaque tournoi. Ouais, c'est ce que je disais, rookie, mais bon, j'ai 31 ans, c'est pas mon premier tournoi, même si c'est sur le niveau au-dessus. Et puis après, bon, la gagne, c'est peut-être un peu beaucoup. J'ai joué la gagne vraiment sur un tournoi. Depuis, on va dire, j'ai au moins une journée qui me limite un peu dans mes résultats, mais ouais, ça reste des tournois assez solides toutes les semaines, donc c'est sympa, ouais. Ouais, tu fais 23e, 24e là, sur tes 2 derniers tournois. Mais j'ai envie de dire, à l'attaque du week-end, à chaque fois, tu es dans le coup. Tu es dans le top 10 ou à la limite du top 10. Donc, c'est quand même qu'à l'attaque du week-end, forcément, tu y crois. Ou enfin, en tout cas, tu es bien positionné. Donc, ça doit être assez génial à vivre à chaque fois quand même. Ouais, c'est sûr. On va dire que je me mets dans de bonnes conditions pour attaquer les week-ends. Et après, voilà, le plus souvent je serai bien positionné pour pouvoir faire des bons résultats. À mon avis, voilà, c'est une question de pourcentage aussi. Le plus j'aurai de chances d'en faire. Donc, je suis assez content d'avoir deux bons premiers tours, de bien commencer mes tournois, de ne pas être trop en galère. Donc, ouais, non, c'est des bonnes semaines en ce moment. Ouais. C'est plutôt sympa. Ouais. Benjamin Cadieux t'avait demandé quand tu fais 2e si tu étais content d'être 2e ou déçu de ne pas avoir gagné. Là, j'ai envie de te dire, tu es content de faire 23e ou 24e ou tu es déçu de ne pas faire mieux? Je suis un peu déçu parce que j'ai une journée vraiment où je me tire une balle dans le pied les 2 derniers tournois en Afrique du Sud. Où, le dernier tour sur le premier, alors que j'étais très bien parti. Et puis après, j'ai eu un petit trou d'air. Bon, après, c'était pas facile dans le vent, mais un peu dommage parce que j'ai pas bien géré mon retour. Et la semaine dernière, j'ai eu un 3e tour dans le par, alors que le parcours était vraiment très, très scorable, donc ça pardonne pas. Mais donc, on va dire que je suis plus déçu de ces journées un peu manquées que d'avoir fini second au Qatar. Après, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas l'impression de jouer mon meilleur golf, en tout cas au niveau du grand jeu. Mais j'arrive à me débrouiller, à être là un peu. Je capitalise pas mal sur mes forces et j'essaie de pas trop faire d'erreurs. Donc, c'est plutôt ça qui fait que je suis content de moi en ce moment, même si j'ai pas l'impression de jouer incroyable en fait. Mais ça reste je suis quand même content des résultats. Ouais. Ça veut dire quoi? Je me tire une balle dans le pied? Bon, c'est général, c'est pas comme si j'ai pas l'impression d'avoir complètement perdu le fil du truc, mais c'est un peu ce qui fait un tournoi, un très bon tournoi et un tournoi un peu moyen, c'est qu'à un moment donné, il faut arriver à prendre le petit tournant quand il faut, avoir un peu de momentum, et puis j'ai pas réussi à l'avoir le premier tournoi à Saint-Francis, j'étais très bien parti, et sur les trous, on va pas dire facile, mais voilà, j'ai pris des balls. Enfin, non, ils étaient durs. J'ai pas eu trop de réussite non plus. J'ai mis une balle dans un arbre qui est pas tombé de l'arbre. J'ai dû prendre un drop. Je tapais un mauvais coup au 10. Enfin voilà, c'est des tournois. Il faut pas faire d'erreur pour être bien placé. Et puis j'en ai trop fait d'affilée. Mais bon, c'était pas facile non plus. Et puis la semaine dernière, j'ai raté le coche sur le 3e jour où il faut jouer tous les jours -5 si on veut avoir une chance au moins sur ce parcours. Et puis ça n'a pas voulu sourire. Donc non, c'est juste, voilà, c'est une question de patience, ça va finir par être meilleur. Challenge Tour, Tour européen, PGA Tour, tu crois? Ouais, carrément, ça fait partie, l'objectif c'est de me qualifier à la finale, c'est d'être le plus haut classé.
on verra à la fin de l'année. Pour l'instant, tout ce que je essaye de faire, c'est de faire le meilleur résultat possible à chaque tournoi. Et à la fin, on comptera les points. Mais bon, oui, forcément, j'y pense. Ouais. Là, on le disait, tu fais quand même que des bons résultats. Tu joues quasiment la gagne. Sans jouer ton meilleur golf, ça doit être quand même génial à vivre. Ces débuts sur le tour européen où tu es à la lutte, ou en tout cas tu es dans le coup quasiment toutes les semaines, sans avec ton meilleur jeu. Ça doit être assez plaisant quand Ouais, même. ouais, non, c'est super bien. Ça veut dire que ce que j'ai construit, ce qu'on a construit avec mon équipe, c'est solide. Ça veut dire aussi que je suis bien dans mon golf parce que voilà, je m'impatiente pas par rapport au niveau de jeu que je produis. J'essaie de faire le mieux possible à chaque fois. Et c'est quelque chose que j'arrive à faire assez bien en ce moment. Donc c'est bien d'avoir aussi cette partie-là de mon jeu voilà, qui est prépondérante hein, pour n'importe quel joueur. Et en ce moment, j'arrive à bien optimiser. Donc ouais, j'en profite. J'en profite. Jean-Philippe Rodenburger, le présentateur de cette émission, disait qu'il voyait pas mal de tes vidéos. Tu avais l'air de kiffer cette vie sur le tour. Le fait que tu aies mis du temps à arriver fait que tu en profites peut-être un peu plus qu'un rookie qui arrive à 22 ou 25 ans. Bah, ouais, c'est sûr que enfin, j'ai vraiment conscience du chemin que j'ai parcouru pour arriver là. Et du coup, j'en profite, mais j'en profite parce que ouais, bah, on joue dans des beaux endroits, les parcours sont superbes. Voilà, les conditions de jeu, la plupart du temps, sont quand même très bonnes. Et encore, on n'a pas fait la saison en Europe, moi qui me tient à cœur. Donc, on n'a pas commencé. Donc, non, non, on va dire que c'est plus facile la vie sur le tour que sur le challenge, c'est sûr. Et ouais, je compte bien en profiter le plus longtemps possible. Et voilà, c'est des bonnes semaines, quoi. Là, tu es à Dubaï cette semaine. Ouais. T'es pas rentré en France après la chute. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? Bah, je suis pas rentré parce que la semaine prochaine, on joue à Singapour et que le vol était long pour entrer en France à Biarritz. Et le vol aurait été long pour aller à Singapour, plus le décalage horaire. Et Dubaï, c'est une bonne alternative. C'était sur la route. Et voilà. Et puis, voilà, c'est super pour s'entraîner aussi. J'ai mon entraîneur Robin Coq qui arrive demain matin. Donc, on va pouvoir bosser aussi dans des bonnes conditions. Euh, voilà. C'est juste que voilà, ça faisait sens pour moi de venir ici. Et je peux faire du sport. Voilà, là, je viens de jouer un match de paddle. Je me repose et puis ouais, je me mets en bonne condition pour jouer les 2 prochains tours. Justement, une semaine off comme ça, tu viens de le dire, Robin Coq arrive demain. Le lundi et le mardi, c'est quoi? C'est récup, un peu d'entretien, un peu de golf? C'était quoi ton programme lundi et mardi? Bah, hier, j'ai rien fait parce que j'étais cramé après les 2 tournois, plus le vol de nuit pour venir de Johannesburg. J'ai dormi, je me suis reposé, j'ai bien mangé. Voilà, une journée vraiment de repos parce que j'étais fatigué. Et aujourd'hui, un peu plus sportif, retour à la muscu, un peu de visite, balade, me changer les idées à Dubaï. Et puis un match de paddle cet après-midi. Et puis voilà, maintenant tranquille ce soir. Et puis à partir de demain, on va refaire du golf, mais pas des journées non plus de monstres, parce qu'il faut garder du jus pour Singapour en Inde. Ça va être 2 semaines sous la chaleur, dans des conditions assez difficiles physiquement. Donc, il faut arriver en forme, quoi. C'est quoi le programme avec Robin de la semaine? Le programme, ça va être de continuer de surveiller les petites choses qui n'ont pas été, d'essayer de travailler les coups que j'ai pas vraiment réussi, de voir comment va mon swing, essayer de le faire progresser encore petit à petit. Et puis voilà, remettre un peu d'entraînement sur le putting aussi. Voilà, tout ce qui est bien en ce moment, le solidifier et puis essayer de faire progresser ce qui va pas. Un peu de jeu aussi, quelques parties avec Juju Brun qui est là. On va voir peut-être, il y a peut-être d'autres joueurs du tour. Donc ça va être sympa, ouais, ça va être une bonne semaine. Ok. Et Sébastien Clément, là, t'en parlais au Ouais. Qatar, c'était très important. Tu travailles avec lui depuis quand et qu'est-ce qu'il t'apporte? Donc Seb, qui est mon cadet depuis la finale du challenge, je bosse avec lui bah, voilà, depuis 4 mois maintenant. Et il m'apporte son expérience, il m'apporte sa rigueur sur le parcours. Euh, voilà, tout ce qui. En fait, il est super appliqué sur ce que je lui demande, sur ce qu'on lui demande avec mon équipe. Enfin, il fait partie de l'équipe, mais avec les coachs. Et ça me fait du bien. Moi, ça me permet de rester dans le droit chemin, de ne pas perdre voilà, d'essayer, en tout cas, on en fait, mais de faire le moins d'erreurs possible. C'est sûr que j'en fais moins avec lui que j'en faisais avant. Et voilà, avec ça, on commence à construire une vraie solide relation de travail. Même en dehors, on s'entend très bien. Donc, ça se passe très, très bien.
Et pour terminer, le mental, tu fais ça avec Mathieu David. Vous en êtes où c'est quoi les séances de travail actuellement, les fréquences et les séances? Avec Mathieu, on s'appelle toutes les semaines. Après, il y a c'est pas que la préparation mentale, il met aussi à gérer mon projet. Voilà, on discute de tout ce qui peut se passer sur le golf et en dehors, de comment gérer en dehors, comment gérer les médias, comment gérer un paquet de choses. Et sur le parcours, il m'aide à définir un peu des lignes des lignes à tenir sur la semaine, sur les journées de temps en temps, que moi j'arrive à je lui fais des débriefs sur comment je me suis senti dans telle ou telle situation. Donc le but c'est de me mettre en bonne position tous les week-ends et puis après de voir comment je gère telle ou telle situation et on avance tous les deux comme ça. Donc c'est assez voilà, on s'appelle toutes les semaines, une à deux fois par semaine pour voir. C'est pas toutes les semaines pareil, mais voilà, on bosse quand même assez régulièrement. Ouais. Mathieu Pavon, pour terminer, travailler avec lui, j'imagine que ça doit être assez motivant et rassurant d'avoir dans son équipe le même project manager et préparateur mental que Mathieu, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde maintenant. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour Mathieu, c'est clair que ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, mais moi, j'ai jamais douté des compétences de Mathieu David. Moi, ça fait un paquet de temps que je bosse avec lui maintenant, et il m'a fait du bien beaucoup dans ma vie sur le parcours et en dehors. Donc même sans les résultats de Mathieu, je savais que j'étais entre de bonnes mains, donc pas de problème. Bon, écoute, merci Hugo, bonne chance pour la suite de la saison et fil rouge comme l'année dernière sur le Challenge Tour sur le Journal du Golf TV. Ça marche, avec plaisir, toutes les semaines si on peut, c'est ça Arnaud? C'est ça. Super. Allez, salut. Bonne soirée. Voilà, Hugo Cousseau qui a été interviewé avec brio par Arnaud Thious, qu'on retrouvera à Singapour. Hugo Qui c'est, Arnaud Thious? Ah non, d'accord. Hugo Cousseau pour disputer le Singapour Open en compagnie de Mathieu Pavon. Et Mathieu Pavon, qui, je suppose que vous suivez toujours l'actualité de l'Open de France, Mathieu Pavon qui a confirmé sa présence à l'Open de France. Super nouvelle pour le public français. Ouais, c'est chouette. J'en parlais encore ce week-end. Les joueurs français se doivent de participer à l'Open de France. Et alors quand on est Mathieu Pavon, qu'on est vraiment... porte-drapeau du golf français maintenant. Porte-drapeau du golf français, mais comme quasiment on n'en a jamais connu. Il y a eu Victor Dubuisson, Victor Pérez s'en est un peu approché, mais c'est génial. Victor Dubuisson n'a jamais voulu être porte-drapeau du golf français. Mais c'est génial justement que Mathieu Pavon prenne cette responsabilité-là et l'annonce dès le mois d'avril. On sait que les organisateurs de tournois disent toujours, on ne sait pas qui annoncer. Là au moins on sait 6 mois avant que Mathieu Pavon sera là et c'est fabuleux. C'est vraiment un super mec, on le savait, mais c'est génial qu'il ait annoncé. Deux opportunités de le voir en France, puisque c'est au jeu. On perd pas le Nord. Allez, merci beaucoup Paul en tout cas de nous avoir accompagnés durant toute la durée de cette émission. Sympa. Merci beaucoup Arnaud Thious, on remercie également Manon Cambrai à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.